J'ai écouté vos propos introductifs, Monsieur le Président, pour présenter ce bordereau et vous indiquer qu'il s'agit d'un sujet technique certainement, complexe, mais dont les conséquences humaines sont tout à fait importantes. Et vous indiquez aussi que, semble-t-il, le territoire est en attente du SRADET. Alors franchement, je ne suis pas certaine. Je ne sais pas si le SRADET est attendu des territoires, mais en tout cas, je suis absolument convaincue et certaine que la région est attendue par le territoire sur la question du SRADET. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, un bilan, effectivement, après une période d'application de simplement 9-10 mois, c'est court et presque impossible. C'est néanmoins suffisant sur certains aspects. Et en tout cas, aujourd'hui, après simplement 9 mois d'adoption ou 10 mois d'adoption du SRADET, eh bien, nous entendons aujourd'hui s'exprimer très sérieusement les craintes des élus qui représentent les territoires et l'ensemble des territoires bretons. Et je veux, par ma prise de parole cet après-midi, exposer ces craintes qui me paraissent tout à fait, en tout cas, qu'il faut entendre et dont l'expression est tout à fait légitime. Le SRADET, c'est un schéma, et on le sait, ça a été indiqué, il aura des répercussions sur le développement futur de nos territoires, parce qu'il va imposer une réglementation qui va bien évidemment s'appliquer aux outils de planification. On le sait tous. Dans un contexte aussi de renforcement de la réglementation nationale, zéro artificialisation nette, la loi climat et résilience, qui fixe aussi des objectifs avec des trajectoires peut-être un peu plus courtes que ceux qui avaient pu être imaginés localement. Je tiens à préciser, parce que j'ai été présente en commission et je me suis exprimée sur le sujet. Faire remonter des craintes, ça n'est pas être aveugle ou être sourd à des problématiques qui se présentent. Et je voudrais insister sur le fait que les élus des territoires, que sont les maires, les présidents de communautés de communes, les élus municipaux et communautaires, ont cette légitimité de connaître parfaitement le territoire sur lequel ils sont et devraient, à mon sens, en toute bonne foi. Donc ces grandes inquiétudes, le sentiment le plus fort qui s'exprime sur le sujet, c'est un sentiment d'iniquité et un risque d'inégalité des territoires. Et je prends juste cet exemple, quand on travaille sur les outils de planification, les documents de planification, que sont le PLU, le PLUI, on travaille avec les services de l'État, et systématiquement, les bases de référence pour le développement futur sont ce qui a été fait au cours des années passées, des 10 années passées. Et les territoires qui ont été les plus sobres, les plus économes, les plus vertueux, se trouvent aujourd'hui pénalisés. En tout cas, l'argument leur est retourné en leur indiquant « vous n'avez pas besoin de vous développer, puisque au cours des 10 dernières années, vous avez consommé très peu, vous avez réalisé très peu de lotissements ». Ce seul critère est vécu comme extrêmement discriminant et aujourd'hui, le résultat, je le dis sans vouloir être anormalement alarmiste, mais ce que je perçois, c'est un ras-le-bol, un sentiment de révolte, nourri par ce sentiment d'inégalité. Et si dans l'élaboration de documents d'urbanisme, eh bien, au départ, les uns et les autres, eh bien, on manifeste une certaine bonne volonté. Lorsque l'on voit aujourd'hui l'attitude de l'État, qui impose d'ores et déjà des règles qui ne sont pas entrées en vigueur, eh bien, moi, ce que je perçois, c'est que ce travail collectif que nous pourrions bâtir et construire ensemble, eh bien, le risque très clair, et ça n'est pas, le clivage n'est absolument pas politique, au sens gauche, droite, milieu, tout ce que vous voulez, c'est vraiment un clivage qui risque de s'opérer entre les territoires et une envie, après tout, de tout arrêter. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu récemment sur un certain nombre d'opérations.
Et là, eh bien, je pense que les objectifs que certains voudraient voir mis en œuvre le plus rapidement possible, eh bien, on n'y arrivera pas, parce qu'on n'aura pas construit les choses. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, Laurence Fortin a évoqué les trajectoires. Trajectoire de réduction de la consommation du foncier agricole d'ici 2030. Il y a des trajectoires indiquées aussi dans la loi climat et résilience à l'horizon 2027. Et en ce qui concerne le zéro artificialisation nette 2040. Eh bien, je peux vous dire, pour l'avoir vécu, pour avoir des exemples très précis que je ne vais pas énumérer parce que je ne vais pas encombrer non plus cet après-midi, mais ces impératifs, ces trajectoires sont exigés aujourd'hui dans l'élaboration de documents qui sont en cours. La zéro artificialisation nette, moi, je l'ai vu imposée par les services de la DDTM il y a quelques mois, alors qu'on n'était qu'au stade du débat public. C'est-à-dire que pour des projets économiques qui nécessitent une modification partielle de documents d'urbanisme, il y a un véritable chantage qui est fait. C'est-à-dire, si vous voulez obtenir votre modification qui permettra d'accueillir un projet économique pertinent, d'ores et déjà, opérer la compensation. D'ores et déjà, dans des conditions extrêmement rapides, alors que les services de l'État savent que parallèlement, il y a des procédures de PLUI en cours. Et on sait très bien que cette élaboration nécessite des diagnostics, un travail de fond par l'élaboration du PADD, etc., des orientations. Eh bien, pour des projets tout à fait ponctuels, ça a été exigé. Le résultat, c'est qu'à la va-vite, sans études, eh bien, les communes ont été contraintes d'enlever de leur périmètre de zones constructibles des parcelles qui pouvaient accueillir des logements. Et le résultat, eh bien, pour un projet, la zéro artificialisation nette est obtenue puisque, au final, pour une simple révision, eh bien, le périmètre de terrain non constructible sur une commune que j'ai en tête, eh bien, aujourd'hui, est plus grand, plus important. Alors, certains se féliciteront, trouveront que c'est formidable, mais je ne crois pas que c'est comme ça qu'on va construire la Bretagne, avec des services de l'État suivis aussi par les personnes, ce qu'on appelle les personnes publiques associées, qui leur emboîtent le pas, qui tiennent le même discours. Et aujourd'hui, eh bien, ce sentiment d'iniquité et à la limite de révolte de la part des élus, eh bien, risque de se retourner parce que, moi, ce que j'entends, c'est non, on n'est pas d'accord, on va tout laisser tomber. Il faut quand même indiquer, les élus ont une mémoire, il faut, et ça, je fais référence aussi à l'amendement, j'en reviendrai, l'amendement que nous avons proposé, qui était de rappeler le contexte. Cette demande de modification, de révision, est faite dans un contexte où certains textes aujourd'hui ne sont pas applicables. Et aussi dans un contexte où on a un certain nombre de mesures réglementaires contradictoires. Mais à notre échelle d'élus, et on n'est pas des dinosaures, est-ce qu'on n'a pas vu des changements d'objectifs? L'État, pendant des années, même et aujourd'hui, à quel moment l'État a encouragé les territoires à être plus sobres? Je m'explique. J'ai cette réflexion sur les modalités d'attribution des dotations de l'État. Le seul critère, c'est la population et les bases. À quel moment, c'est un critère que je ne dénonce pas, c'est-à-dire que pour un certain nombre de communes, il est évident que plus vous avez d'habitants, plus vous avez des services publics, quand vous exercez des fonctions de centralité, il faut financer. Donc ce lien avec le nombre d'habitants, le nombre de bases, il n'est pas incohérent du tout. Mais à quel moment est-ce qu'on a remercié des petits territoires ruraux qui auraient pu faire le choix de ne pas aller vers un développement à l'horizontale, par du lotissement, comme s'il y avait une fatalité. Mais les élus l'ont fait de bonne foi, parce que ce n'était que la seule source d'augmentation des dotations de l'État. Je pense donc... pourquoi ce que la profession agricole a évoqué, moi j'ai trouvé a évoqué il y a quelque temps, la rémunération du service écologique rendu. Pourquoi, dans les dotations de l'État, est-ce que pour certains territoires, depuis longtemps, on n'a pas remercié ceux qui auraient fait le choix d'investir dans l'amélioration du bâti existant? C'est aussi une valorisation du patrimoine. Et en Bretagne, où on a un patrimoine aussi riche, ces communes qui auraient été incitées,
remercier via une revalorisation des dotations, ou par le fait d'avoir préservé des SNIEF, des zones naturelles, pour avoir préservé des paysages. Rien n'a été fait. Donc qu'on ne jette pas la pierre aujourd'hui aux maires, qui de toute bonne foi, aussi en représentant leurs habitants, eh bien, se sont engagés dans des démarches de dynamisation de leur commune et de développement. Première contradiction. Contradiction aussi de la région. Les zones d'activité, il n'y a pas très longtemps, il y a une dizaine d'années, Caliparc, pour avoir le label Caliparc, il fallait aussi eh bien, des espaces aménagés, paysagers, mais qui n'étaient plus utiles, qui avaient été enlevés à l'agriculture. C'est-à-dire que c'était des terrains qui n'étaient plus agricoles, qui donc se trouvaient englobés dans des nouvelles zones d'activité. Pour rendre ces zones d'activité agréables et avec une insertion paysagère remarquable, eh bien, il faut le constater qu'on a utilisé aussi en espace vert, en aménagement paysager, mais sans aucune utilité agricole, et peut-être pas beaucoup non plus d'utilité en termes de biodiversité, parce que tout ça, c'était quand même tondu, etc., bien traité. Donc, si vous voulez, à l'échelle d'un mandat, de 2 ou 3 mandats, on a vu des objectifs évoluer. Et aujourd'hui, en très peu de temps, et même parfois c'est immédiatement, sur injonction des PPA, des services de l'État, on vous demande d'appliquer des trajectoires qui sont à des horizons un peu plus éloignés. Je tiens à signaler ce point-là, parce que quand notre groupe a fait remonter les difficultés, les témoignages des territoires, des divers territoires bretons, parfois j'ai ressenti de formes de sarcasme de la part de certains de nos collègues, voire un petit peu de mépris à l'égard des d'élus locaux qui n'auraient pas compris les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Si, ils ont parfaitement compris, mais quand on vous demande de diminuer la consommation de foncier par rapport à ce que vous avez fait au cours des 10 dernières années, eh bien ce sont toujours les territoires les plus consommateurs qui pourront continuer, puisqu'ils peuvent justifier d'un développement majeur, et ceux qui auront aujourd'hui, eh bien, qui ont été plus précautionneux, mais qui aujourd'hui, parce qu'il y a une donne qui est différente, vous le savez, Monsieur le Président, les comportements de nos concitoyens ont changé. Il y a une appétence pour les secteurs ruraux. Et des communes qui, certes, ne sont peut-être pas développées au cours des 10-15 dernières années, aujourd'hui sont attendues, sont demandées. Donc le SRADET devra tenir compte. Ce qui est demandé, c'est une application juste. Et juste ne veut pas dire une application uniforme. Si nous voulons atteindre cet équilibre territorial, cette équité sur les territoires, il va falloir expérimenter, il va falloir aussi être à l'écoute et répondre aussi à ces nouveaux enjeux. Des besoins peut-être que nous n'avions pas auparavant en termes de locatifs, la question de la cherté aussi de l'immobilier. Je termine mon propos là-dessus. Je voudrais, parce que ça me paraît important, et je l'ai exprimé aussi en commission, un schéma n'aura d'intérêt et ne sera pertinent et ne sera applicable que s'il y a un accompagnement financier. Et là-dessus, je l'ai dit en commission, notre région a eu la chance de ne pas tellement connaître une désindustrialisation et n'a pas été confrontée au phénomène de friche. Mais nous en avons. Et aujourd'hui, pour aller atteindre certains objectifs, la réhabilitation de friches sera un enjeu majeur. Et je pense aux friches agricoles, je pense aux friches industrielles. S'il n'y a pas d'accompagnement réel, je parle de levier réel, de la part de l'État et de la part de la région, eh bien, ce schéma sera un joli schéma, mais qui sera extrêmement complexe à mettre en œuvre. Et la réhabilitation des friches, qui constitue, à mon sens, des réserves foncières extrêmement intéressantes, eh bien, sera un vain mot. Quand je parle, on ne peut pas laisser aux EPCI, dont les tailles sont diverses, dont les compétences aussi sont lourdes à se porter financièrement. Ce problème ne peut pas être renvoyé simplement aux EPCI. On l'a vu dans des régions qui ont connu de la désindustrialisation il y a très longtemps. On n'avait pas Petite Ville de demain, on n'avait pas le fonds friche, mais il y a des vrais leviers associant État et région ont été mis en place. Et dans notre région, eh bien, il va falloir aussi que nous ayons ces leviers. Ce que je veux dire sur les dispositifs aujourd'hui proposés par l'État, je crains que ce soit du saupoudrage.
J'espère qu'on aura, mais en tout cas, je commence à m'interroger sur certains dispositifs. On a fait beaucoup de communication sur Petite Ville de demain, beaucoup de communication sur le fonds friche. Aujourd'hui, je doute de l'importance des dotations et des enveloppes financières. Et bon, c'est un débat de l'État, mais en tout cas, en ce qui concerne la région, je crois que le Conseil régional devrait être très présent. Juste simplement, derrière des friches industrielles, il n'y a pas toujours un industriel. Il y a parfois des liquidations judiciaires et plus personne pour s'en occuper. Donc, je crois qu'il va falloir une volonté publique, politique extrêmement forte. Sinon, ces réserves foncières, eh bien, elles resteront à l'état de friche et ce ne sera pas la faute des territoires tels que les communautés de communes ou les communes. Je vous remercie.